Il y a 5 ans, ils l'ont enterré. Il se tenait sous la pluie glaciale. Il regardait la terre humide frapper le cercueil en acajou. On lui a dit que c'était la Suède. Ils ont menti. Aujourd'hui, le duc de Cudon est dans son salon. Il fixe les mains pleines d'ampoules de la soubrette qui nettoie sa cheminée. La soubrette qui vient de lever les yeux. La soubrette avec les mêmes yeux gris qui hantent ses cauchemars depuis 5 ans. Ce n'est pas un fantôme. C'est sa fiancée décédée. L'horloge du grand hall de Cudon House sonne à 3 heures. Alaric Weston, le 9e duc de Cudon, se tenait sur le seuil de son bureau privé. Il n'était pas censé être réveillé. C'était un homme d'un pouvoir immense, d'une grande richesse, et il était rongé par une terrible fatigue. Les débats parlementaires s'étaient éternisés jusque tard dans la soirée. Des hommes bouffis se disputaient les tarifs sur le grain. Pendant ce temps, les pauvres mouraient de faim dans les caniveaux de Saint-Gilles. Alaric avait toléré tout ça avec un détachement froid et cynique. C'était devenu son armure depuis qu'il avait hérité du titre. Il retira sa redingote de velours. Il la laissa tomber sur le tapis persan. La maison était censée être vide de domestiques à cette heure. Les feux auraient dû être couverts pour la nuit. Mais en entrant dans la bibliothèque sombre et caverneuse, une odeur âcre de savon à la potasse perça les parfums familiers, ceux du cuir des reliures et du vieux scotch. Quelqu'un était près de la cheminée. Alaric s'arrêta. Une silhouette solitaire était agenouillée sur la pierre du foyer, engloutie par les ombres. C'était une servante. Elle portait la laine grise, terne et grossière des domestiques les plus modestes. Une simple soubrette de cuisine. Elle frottait les briques tachées de suie avec une brosse métallique. Ses mouvements étaient rythmés, durs et totalement dépourvus de grâce. « Les feux sont éteints », dit Alaric. Sa voix était un murmure rauque, asséché par les cigares et le silence. « Laissez ça pour le matin. » La servante sursauta. La brosse métallique claqua contre la pierre. Elle ne se retourna pas. Au lieu de ça, elle se recroquevilla sur elle-même. Elle rentra le menton dans sa poitrine, les épaules remontées jusqu'aux oreilles. C'était la posture d'un chien battu. « Mes excuses, votre grâce », murmura-t-elle. Sa voix était étouffée, chargée de poussière et de terreur. La gouvernante, Madame Higgins, a dit que le foyer devait être impeccable avant l'aube. J'ai été lente aujourd'hui. Alaric fronça les sourcils. Il versa une généreuse dose de liquide ambré dans un verre en cristal. Il se fichait de Madame Higgins ou de la propreté des briques. Il voulait juste boire jusqu'à ce que le fantôme de son passé cesse d'arpenter les couloirs de son esprit. « Allez vous coucher », ordonna Alaric. Il s'approcha des braises mourantes pour sentir la chaleur résiduelle. La servante se releva précipitamment. Elle gardait la tête baissée, serrant son chiffon sale contre sa poitrine. Elle se déplaça pour le contourner, longeant le lourd bureau en acajou. Alors qu'elle passait, le faible clair de lune, filtrant par les hautes fenêtres à meneaux, l'éclaira. Elle trébucha sur le bord du tapis persan. Ce n'était qu'un petit faux pas, un moment de maladresse dû à l'épuisement. Mais en tendant la main pour se rattraper au bureau, son visage se tourna vers le clair de lune. Alaric retint son souffle. Le verre glissa de ses doigts. Il heurta le parquet, se brisant en 100 éclats scintillants. Le scotch éclaboussa ses bottes, mais il ne le sentit pas. Il ne sentait plus rien. Le sang qui rugissait à ses oreilles l'assourdissait au bruit du cristal brisé. La servante se figea. Elle regarda le verre brisé, puis leva les yeux vers lui. Ses yeux étaient écarquillés de panique. Ils étaient gris. Ses yeux avaient la couleur d'une mer d'hiver, juste avant que l'orage n'éclate. Ils étaient encadrés de cils sombres, striés de suie. Ses pommettes étaient saillantes, creusées par la faim et le labeur, bien loin de la jeunesse douce et rosée dont il se souvenait. Une cicatrice irrégulière et estompée coupait son sourcil gauche. Ses lèvres étaient gercées et fendillées. Ses mains, mon Dieu, ses mains étaient rouges, enflées et crevassées, les ongles rongés jusqu'au vif. Mais l'architecture de son visage était sans équivoque. La poitrine d'Alaric se serra si violemment qu'il crut que ses côtes allaient se briser. Il fit un pas en avant. L'air de la pièce semblait épais, irrespirable. « Penelope » suffoqua-t-il. Le nom avait un goût de cendre sur sa langue. C'était un nom qu'il n'avait pas prononcé à voix haute depuis 5 ans. Un nom enterré sous 2 mètres d'argile londonienne. La servante recula, le souffle court. « Votre grâce » balbutia-t-elle. Sa voix tremblait. Elle baissa les yeux vers le sol.
Son corps vibrait d'une énergie désespérée et frénétique. « Je suis désolé pour le verre. Je vais nettoyer. S'il vous plaît, je m'appelle Jane. Jane, des cuisines. » Alaric franchit la distance qui les séparait en deux enjambées massives. Il se fichait des convenances. Il se fichait d'être le duc de Cudon et qu'elle soit couverte de suie. Il tendit la main et lui saisit le menton, la forçant à relever la tête. Ses doigts le brûlaient, là où il touchait sa peau. Elle était glacée. Sous ses mains, elle semblait n'être qu'un fagot de brindilles fragiles. « Regardez-moi » ordonna-t-il. Sa voix tremblait d'une intensité primitive et terrifiante. Elle ferma les yeux très fort. Une seule larme traça un chemin net dans la poussière sur sa joue. « Regardez-moi » rugit Alaric. Le son déchira le silence de l'immense maison. Pénélope ouvrit les yeux. La façade terrifiée s'effondra. Elle fut remplacée par un épuisement profond et vide. Pendant une fraction de seconde, la soubrette disparut. Et la femme qu'il avait aimée, la femme qu'il avait promis d'épouser avant de partir pour la Méditerranée, le regarda. « Bonjour, Alaric » murmura-t-elle. Le silence qui suivit fut absolu. C'était le silence d'une tombe. Alaric retira sa main, comme si sa peau l'avait brûlé. Il recula en trébuchant. Ses bottes cirées crissaient sur le verre brisé. Son esprit était violemment fracturé. Il était partagé entre la réalité brutale de la bibliothèque et la pluie torrentielle de novembre 1821. Il était alors le capitaine Weston, le deuxième fils d'un duc, riche de son sang mais pauvre en argent. Il combattait les corsaires au large de la côte barbaresque. Il avait aimé Penelope Alden. Elle était la fille d'un petit baron, un homme qui ruinait lentement son domaine par la boisson et le jeu. Ils s'étaient rencontrés en secret. Ils s'étaient aimés en secret. Quand Alaric reçut l'ordre de prendre la mer, il lui avait donné un simple anneau d'or. Il avait promis de revenir avec assez d'argent de ses prises pour satisfaire son père. 6 mois plus tard, une lettre atteignit son navire à Malte. « Nous avons le regret de vous informer que Pénélope a succombé à une phtisie foudroyante. L'enterrement a été rapide pour éviter la contagion. N'écrivez plus. Il n'y a plus rien ici. » Il se souvenait du voyage de retour angoissant vers l'Angleterre. Il se souvenait d'être debout dans le cimetière de la famille Elden. Il fixait la terre fraîchement retournée. La pluie trempait son uniforme de marine, se mêlant aux larmes qu'il était trop fier pour verser devant son père au visage sinistre. Maintenant, il regardait la femme debout dans sa bibliothèque. « Vous êtes morte » déclara-t-il. Ce n'était pas une question, c'était une accusation. « J'ai vu la pierre tombale. J'ai payé le tailleur de pierre. » Pénélope croisa les bras sur sa poitrine, s'enlaçant elle-même. Elle paraissait absurdement petite dans sa robe de laine grossière et trop grande. « Il semble que mon père ait trouvé une alternative moins chère à une dot de mariage, » dit-elle. Sa voix était plate, dépourvue du rire musical qui la caractérisait autrefois. C'était la voix d'une femme qui avait passé des années à ravaler ses propres cris. « Il m'a dit que vous étiez morte de phtisie. » La voix d'Alaric descendit dans un registre dangereux. « Il m'a regardé dans les yeux, vêtu de crêpe noire, et m'a dit que vous vous étiez étouffé dans votre propre sang. »« C'est presque arrivé, » répondit vivement Pénélope, son instinct de survie l'emportant enfin sur sa peur. Elle releva le menton, exposant la colonne pâle de sa gorge. Mais pas à cause de la phtisie. Alaric la dévisagea, observant son apparence ruinée. Elle était d'une maigreur douloureuse. Le col de sa robe était effiloché. Les mains qui avaient autrefois joué du pianoforte avec une précision délicate étaient maintenant brutalisées par la potasse, l'eau bouillante et un travail incessant. « Pourquoi êtes-vous ici » demanda-t-il. « Dans ma maison, à genoux, en train de frotter mes sols. » Pénélope laissa échapper un rire âpre et amer. « Je ne savais pas que c'était votre maison, Alaric. Quand j'ai pris ce poste il y a 2 ans, cette maison appartenait à votre père. Je devais disparaître dans les entrailles d'un grand domaine. Cudden House a 70 domestiques. J'étais un rat dans les murs. Je n'ai jamais pensé que le deuxième fils du duc, un capitaine de marine, hériterait. » Alaric tressaillit. La mort de son père et de son frère aîné dans un accident de calèche, il y a 3 ans, l'avait brusquement arraché à la mer et enchaîné au duché. Il n'avait emménagé à Cudden House que 6 mois auparavant. « Vous avez simulé votre mort pour vous cacher dans mes cuisines » demanda-t-il, incrédule. « Je n'ai rien simulé du tout » lança Pénélope en s'avançant. Le feu dans ses yeux gris s'enflamma brièvement. Cela lui rappela la jeune fille, qui se faufilait hors des salles de bal
pour le retrouver dans les jardins. Mon père l'a simulé. Il l'a fait parce qu'il devait 5000 livres sterling au vicomte Carlyle. Carlyle ne voulait pas d'une épouse consentante. Il voulait une possession. Il voulait dresser un cheval. Elle s'arrêta, respirant lourdement, réalisant qu'elle en avait trop dit. Elle serra les lèvres. Sa peau gercée laissa échapper une minuscule goutte de sang. Le nom frappa Alaric comme un coup physique. Le vicomte Carlyle, un homme notoirement cruel, qui avait le double de l'âge de Pénélope. On chuchotait à son sujet dans les clubs de gentlemen pour ses appétits sauvages. « Vous avez épousé Carlyle, dit Alaric. La trahison avait un goût de bile. J'ai été vendu à Carlyle, corrigea-t-elle. Sa voix tomba dans un murmure rauque. Les funérailles étaient pour la société. Pour vous. Mon père a envoyé un cercueil vide au cimetière, et il m'a envoyé dans une voiture fermée au domaine de Carlyle dans le Yorkshire. J'ai cessé d'être Pénélope Alden. Je suis devenu un fantôme avant même de pouvoir reprendre mon souffle. » Alaric sentit le monde basculer. La bibliothèque opulente, les fauteuils en cuir, les peintures à l'huile de ses ancêtres, tout cela semblait incroyablement factice. Un décor de théâtre fragile, cachant un monde d'une cruauté grotesque. « Combien de temps ?» demanda-t-il, la voix brisée. Il se fichait de paraître faible. « 3 ans, dit Pénélope, refusant de le regarder maintenant. Elle fixait les taches de suie sur sa jupe en lambeaux. 3 ans dans le Yorkshire. J'ai appris à être silencieuse. J'ai appris à cacher les bleus avec de la poudre. Mais ensuite, il a décidé qu'il voulait un héritier. Et il n'était pas un homme doux. Les mains d'Alaric se crispèrent en poing à ses côtés. Le cuir de ses gants craqua. Une clarté froide et meurtrière s'installa en lui. Le vicomte Carlyle était actuellement à Londres. Alaric l'avait vu au Club White's il y a à peine 2 jours. Il buvait du Porto et riait. « Alors vous vous êtes enfui, dit Alaric. « J'ai attendu qu'il soit ivre-mort, dit Pénélope, d'un ton totalement détaché. J'ai volé 3 shillings dans son manteau. J'ai marché jusqu'au relais de poste. J'ai voyagé sur le toit de la malle-poste sous la pluie glaciale jusqu'à Londres. Et j'ai changé mon nom pour Jane. » Elle leva enfin les yeux, croisant son regard. Il n'y avait aucune demande de sympathie dans ses yeux. Il n'y avait qu'une fierté sauvage et endurcie. Je n'avais pas de référence, je n'avais pas de famille. Une femme qui voyage seule est soit une prostituée, soit une proie. J'ai choisi de n'être ni l'une ni l'autre. J'ai choisi d'être invisible. Laver des marmites et nettoyer des foyers rapporte quelques pence par semaine, et ça offre un lit dans le grenier. Alors oui, votre grâce, je nettoie vos sols, parce que c'est largement préférable à la vie que mon père a choisie pour moi. Alaric s'approcha d'elle. Il ne savait pas ce qu'il avait l'intention de faire. Il voulait la prendre dans ses bras, mais il sentait qu'elle se briserait ou le frapperait s'il essayait. Il s'arrêta à 30 centimètres, regardant ses mains abîmées. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir ?» demanda-t-il. La question était une blessure. Même quand j'étais en mer, vous auriez pu envoyer un mot. Quand je suis revenu, quand je suis devenu duc, vous viviez sous mon toit depuis 2 ans. Pénélope, vous saviez que j'étais là. Parce que je ne suis plus Pénélope, s'écria-t-elle, la voix brisée. Elle leva ses mains à vif et couvertes de cicatrices. Regardez-moi, Alaric. Regardez ce que je suis. Vous êtes le duc de Cudon. Vous dînez avec la royauté. J'ai passé les 3 dernières années à récurer la graisse de vos rôtissoirs. Je sens le lait tourner et la potasse. Je suis ruiné. Légalement, j'appartiens à un monstre. Si Carlyle me trouve, il me fera pendre pour vol et me ramènera par les cheveux. Elle essuya sa joue avec colère. Elle étala la poussière en une ecchymose sombre sur son visage. « Je vous ai vu, avoua-t-elle, sa voix tombant dans un murmure fragile. Il y a 2 mois, vous avez traversé la cour. Vous portiez un manteau bleu. Vous aviez l'air exactement le même, mais en plus dur. Je me suis caché derrière les chariots de linge. Je me suis caché parce que je ne pouvais pas supporter que vous me regardiez avec pitié. Je voulais rester morte dans votre mémoire. Au moins là, j'étais propre. Au moins là, j'étais belle. » Alaric la fixa. L'agonie de sa confession fit voler en éclats sa dernière once de retenue aristocratique. Il ne voyait pas la saleté. Il ne voyait pas la laine grossière ou les ongles cassés. Il voyait la femme qui avait enduré un enfer inimaginable simplement pour survivre. Il s'agenouilla lentement. Il ignora les éclats de cristal qui s'enfonçaient dans son pantalon. Il était un duc, l'un des hommes les plus puissants d'Angleterre.
agenouillé dans la cendre, et le scotch renversé au pied d'une soubrette. Il tendit la main et, doucement, lentement, avec une angoisse infinie, il prit ses mains abîmées dans les siennes. Pénélope tressaillit, essayant de se dégager, mais il la retint fermement. Ses pouces caressèrent légèrement ses articulations enflées. « Vous n'êtes pas ruiné, » dit Alaric, levant les yeux vers son regard terrifié et épuisé. Sa voix n'était plus dure. C'était un serment, prononcé avec la certitude absolue d'un homme qui avait enfin trouvé son or. « Vous n'êtes pas invisible, et vous ne retournerez pas aux cuisines. » Alaric ne lâcha pas sa main. Il se releva, les genoux couverts de cendres grises, son pantalon abîmé par les éclats de verre. Et il la releva avec lui. Pénélope résista, son poids basculant en arrière. Ses bottes usées à semelles plates raclèrent le parquet ciré. La panique, brute et pure, s'empara de ses traits. Elle regarda frénétiquement son visage, puis la brosse métallique posée près de la grille. « Je dois finir », murmura-t-elle, la voix rapide, haletante. « Madame Higgins vérifie les briques. S'il y a de la suie, elle retient sur mon salaire. Un penny pour une tâche. Je ne peux pas me permettre de perdre ces pence. Alaric, s'il vous plaît. » Le traumatisme était une chose vivante, palpable dans la pièce entre eux. Elle ne voyait pas le duc de Cudon. Elle voyait l'architecture précaire de sa survie menacée de s'effondrer. Alaric regarda le foyer. Il regarda le lourd seau en fer rempli d'eau sale et savonneuse posé sur le tapis persan. Sans un mot, il s'avança et renversa le seau d'un coup de pied. Le fer lourd retentit contre la grille de pierre. Un torrent d'eau grise et sale se déversa sur les briques. Il noya les dernières braises oranges dans un violent sifflement de vapeur. Un nuage de cendres humides s'éleva dans l'air, se déposant sur le manteau immaculé de la cheminée. « Le foyer est terminé », dit Alaric, sa voix d'un calme terrifiant. Pénélope fixa le désordre, la bouche légèrement ouverte, le souffle tremblant dans sa poitrine. Un instant, il pensa qu'elle pourrait tomber à genoux et essayer de ramasser l'eau avec ses mains nues. Au lieu de cela, il enroula ses doigts autour de son poignet étroit. Pas assez fort pour la blesser, mais assez fermement pour l'ancrer à la réalité. Il la fit sortir de la bibliothèque. Cudon House, à 4 heures du matin, était une caverne d'ombre et de silence. Les longs couloirs voûtés ressemblaient au ventre d'un léviathan endormi. Pénélope marchait à côté de lui en boitant lourdement, ce qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Son regard était entièrement fixé sur le sol. Elle était terrifiée par le bruit que sa jupe de laine grossière faisait contre le papier peint en soie. C'était une créature habituée au monde souterrain de l'arrière-cuisine, soudainement traînée dans la stratosphère dorée des maîtres. Ils atteignirent le grand escalier, une courbe majestueuse de marbre blanc et de fer forgé. À mi-chemin, une silhouette émergea de la pénombre du palier. C'était Bramwell, le majordome. Il portait une lourde robe de chambre en laine par-dessus sa chemise de nuit. Un chandelier en argent, tenu fermement dans sa main droite. La flamme jaune illuminait les profondes rides de son visage buriné. Bramwell avait servi la famille Cudon pendant 40 ans. Il avait vu le père d'Alaric mourir. Il avait vu Alaric revenir de la mer. Une coquille amère et vide. Bramwell s'arrêta. Ses yeux passèrent du pantalon taché de cendre du duc à la soubrette grelottante et couverte de suie dont le poignet était serré dans la main de son maître. Pendant 3 secondes insoutenables, le seul son fut le tic-tac de l'horloge de parquet dans le hall en bas. « Votre grâce » dit Bramwell, sa voix totalement dépourvue d'inflexion. Il ne cilla pas. « Réveillez Madame Higgins » ordonna Alaric. Le ton de sa voix ne laissait aucune place à l'hésitation ou à la morale. C'était la voix d'un capitaine de marine aboyant des ordres dans la fumée d'une canonnade. « Dites-lui de préparer un bain dans la suite Saphir. De l'eau bouillante. Je veux que chaque pain de savon au lait de cette maison soit apporté dans cette chambre. Si quelqu'un pose des questions, vous le renverrez sans référence. » « Compris ?» Bramwell inclina la tête d'une fraction de pouce. « Implicitement, votre grâce. Dois-je faire venir un médecin ?»« Non, » dit Alaric sèchement. « Un médecin demanderait un nom. Un médecin remarquerait les marques estompées et brutales de la bague de Carlyle sur sa mâchoire. Juste l'eau, et apportez un plateau de nourriture. De la viande, du pain et du thé chaud. Laissez-le devant la porte. Très bien, votre grâce. » Bramwell se tourna et descendit les escaliers, se dissolvant à nouveau dans les ombres.
Alaric tira Pénélope jusqu'en haut des marches restantes. Ils dépassèrent ses propres appartements et descendirent le couloir est. Il ouvrit les lourdes portes doubles de la suite Saphir. C'était une chambre réservée à la royauté en visite. Les murs étaient drapés de soie azur. Un immense lit à baldaquin dominait l'espace, lourd de tentures de velours. Penelope se tenait au centre de la pièce. Elle laissait goûter un mélange lent et régulier de poussière et d'eau sale sur le précieux tapis d'Aubusson. Elle regarda le lit, puis ses propres mains sales, et se recroquevilla. « Je suis en train de ruiner le tapis », murmura-t-elle, la voix brisée. « Je brûlerai la maison, si cela peut vous mettre à l'aise, » répondit Alaric. La porte s'ouvrit derrière eux. 3 servantes entrèrent précipitamment, portant de lourdes cruches en cuivre d'eau fumante. C'étaient de jeunes filles des étages supérieurs. Quand elles virent Penelope, Jane, la femme muette et terriblement sinistre qui récurait les marmites, debout au centre de la suite d'invités du duc, leurs yeux s'écarquillèrent. L'une d'elles faillit laisser tomber sa cruche. Alaric se plaça entre Pénélope et les servantes, la protégeant de leurs regards. « Remplissez la baignoire et sortez », ordonna-t-il. Elles travaillèrent dans un silence terrifié. Elles versèrent l'eau bouillante dans la profonde vasque en porcelaine de la salle de bain attenante. Elles empilèrent d'épaisses serviettes blanches sur le porte-serviettes en laiton. Et elles s'enfuirent de la pièce comme si le diable était à leur trousse. Quand la porte se referma, Alaric se tourna vers Pénélope. Elle tremblait violemment maintenant. L'adrénaline s'estompait, ne laissant que le froid glacial de son épuisement. « Lavez-vous », dit-il doucement. Il montra la pièce attenante, où la vapeur embuait déjà les miroirs. « Verrouillez la porte de l'intérieur. Je serai dans le salon. Personne n'entrera. » Elle le regarda, ses yeux gris, cherchant un piège sur son visage. Elle avait vécu dans un monde où les faveurs des hommes avaient toujours un prix horrible. Il vit le calcul dans son regard, l'arithmétique désespérée et cynique d'une survivante. Alaric lui tourna le dos et entra dans le salon, fermant la porte attenante derrière lui. Il ne la verrouilla pas, mais il traîna un lourd fauteuil en acajou devant la poignée et s'assit. Dans le silence, il entendit le faible clic du verrou se mettant en place de son côté. Ce n'est qu'alors qu'Alaric enfouit son visage dans ses mains. Il pressa les paumes de ses mains contre ses yeux jusqu'à voir des étoiles. Il essayait de bloquer l'envie écrasante et suffocante de tuer un homme. À l'intérieur de la salle de bain, Pénélope resta immobile pendant un long moment. La vapeur s'enroulait autour des bords de la pièce, portant l'odeur de la lavande et du savon au lait coûteux. Ça sentait son ancienne vie. Ça sentait la jeune fille qui lisait de la poésie dans le jardin pendant que son père buvait dans son bureau. Cette fille lui semblait une étrangère. Cette fille était faible, stupide et morte. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle défaisait les lourds crochets en fer de sa robe de soubrette. La laine grossière sentait la graisse, le lait tourné et la sueur. Elle la laissa tomber sur le sol en marbre, en sortant comme d'une peau muée. Sa chemise suivit. Elle aperçut son reflet dans le grand miroir embué. Elle leva la main et essuya un cercle de condensation. Elle fixa son propre fantôme. Ses clavicules saillaient nettement contre une peau pâle et translucide. Ses côtes formaient une cage dure et visible. Mais c'était la géographie de sa survie qui retenait son attention. Une ecchymose jaunâtre et estompée s'étalait sur sa hanche gauche. Un cadeau de départ de la lourde cuillère en bois du cuisinier, 3 jours plus tôt. Mais en dessous, plus ancienne, plus profonde, se trouvaient les marques de son mariage. Les faibles cicatrices argentées d'une cravache sur ses omoplates, la position légèrement tordue de sa clavicule droite, qui s'était cassée lorsqu'elle avait été projetée contre une cheminée en marbre dans le Yorkshire, et qui avait mal guéri parce qu'elle n'avait pas osé appeler un médecin. Le vicomte Carlisle l'avait traité comme il traitait ses chiens. Il les brisait jusqu'à ce qu'ils cessent de gémir, puis il s'attendait à ce qu'ils obéissent. Pénélope se détourna du miroir et entra dans l'eau brûlante. La chaleur était atroce. Elle mordait la peau gercée et suintante de ses mains et de ses genoux. Elle se mordit la lèvre jusqu'à sentir le goût du cuivre, refusant de faire le moindre bruit. Lentement, l'agonie se transforma en une chaleur profonde et pénétrante. Elle prit le pain de savon blanc et commença à frotter. Elle frotta jusqu'à ce que sa peau soit à vif et rose. Elle lava la poussière de ses cheveux, la graisse sous ses ongles cassés, l'odeur des cuisines de ses pores. Elle voulait effacer les 3 dernières années, peler sa peau et en sortir comme quelqu'un de totalement nouveau.
Quand l'eau eut pris la couleur de l'ardoise, elle se leva enfin. Elle s'enveloppa dans une serviette si épaisse et douce qu'elle semblait être une étreinte. Elle déverrouilla la porte. Alaric était assis dans le fauteuil en acajou. Il n'avait pas bougé. Le ciel à l'extérieur de la fenêtre commençait à saigner d'un gris londonien terne. L'aube se levait. Sur une table basse, à côté de lui, se trouvait un plateau en argent. De la vapeur s'élevait d'une théière. Il y avait d'épaisses tranches de pain beurré, des viandes rôties et un bol en porcelaine d'œufs pochés. L'estomac de Pénélope se contracta si violemment qu'elle dut appuyer sa main contre le cadre de la porte. Alaric se leva. Il désigna une robe de chambre en velours drapée sur le dossier du canapé. « Mettez ça, puis mangez. » Elle ne parla pas. Elle enfila le lourd velours bleu marine sur ses épaules. C'était celle d'Alaric, massive et lourde, sentant légèrement le tabac et la mer. Elle remonta les manches jusqu'à ses coudes, s'assit sur le bord du canapé et regarda le plateau. Elle voulait se jeter sur la viande comme un chien affamé. Elle voulait s'enfourner le pain dans la bouche jusqu'à s'étouffer. Mais Alaric la regardait. Le duc regardait la soubrette. Elle se força à prendre une fourchette. Sa main tremblait si fort que l'argenterie cliquetait contre l'assiette en porcelaine. Elle prit une petite bouchée de l'œuf. Sa richesse lui enroba la langue, lui donnant le vertige. Elle mangea lentement, méticuleusement, terrifiée que s'il elle mangeait trop vite, elle serait malade et il serait dégoûté par elle. Alaric versa une tasse de thé et la posa près de sa main. Il n'offrit pas de platitude vide. Il ne lui dit pas que tout irait bien. Il la regardait simplement avec des yeux sombres, orageux et totalement dépourvus de pitié. Alors qu'elle finissait les œufs, Pénélope attrapa une épaisse tranche de pain beurré. Elle en prit une bouchée. Puis, avec la discrétion désinvolte et exercée d'un rat dans les cuisines, elle glissa sa main sur ses genoux. Elle glissa la moitié restante du pain dans la poche profonde de la robe de chambre en velours. Elle ne savait pas pourquoi elle le faisait. C'était un instinct. La nourriture était éphémère. Le confort était un mensonge. Il fallait cacher de la subsistance pour le moment inévitable où le monde redeviendrait cruel. Alaric vit le mouvement. Il s'arrêta, la main à mi-chemin de sa propre tasse de thé. Sa mâchoire se serra, un muscle se contractant sous sa pommette. Il reconnut le geste pour ce qu'il était, la certitude absolue que cette sécurité était temporaire. Il vit l'accumulation d'une femme qui s'attendait pleinement à être affamée dès le lendemain. Il ne lui fit aucune remarque. Il ne l'assura pas qu'elle n'aurait plus jamais faim. Il savait que les mots ne signifieraient rien pour une femme qui avait vécu sa vie. « Je vais rendre visite à un homme nommé Caldwell », dit Alaric, brisant le silence. Sa voix était basse, graveleuse. « C'est mon avocat. Il est totalement dépourvu de boussole morale, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin. » Penelope se figea, sa main se resserrant sur le tissu de la poche, dissimulant le pain. « Un avocat? Pourquoi? » « Pour savoir précisément à quel point je vais devoir enfreindre la loi pour vous garder hors des mains de Carlyle, » répondit Alaric. « Vous ne pouvez pas utiliser la loi, » dit Pénélope, sa voix devenant vive, cynique. Elle leva les yeux vers lui, la peur remplacée par une réalité dure et amère. « La loi n'existe pas pour les femmes comme moi. Selon la doctrine de la couverture, je n'existe pas. Mon identité légale a été suspendue au moment où mon père a signé ce contrat de mariage. Je suis la propriété du vicomte Carlyle, Alaric. Si vous essayez de prétendre que je suis en vie, les tribunaux me rendront simplement à lui, et il vous poursuivra pour conversation criminelle, juste pour traîner votre nom dans la boue. Je suis le duc de Cudon, dit Alaric doucement. J'ai plus d'argent que Dieu, et j'ai l'oreille du Premier ministre. Carlyle est un vicomte, et la moitié de la Chambre des Lords lui doit des faveurs, rétorqua Pénélope en se penchant en avant. Il les reçoit dans ses pavillons de chasse. Il paie leurs dettes de jeu. Il leur fournit des distractions. Ils ne se rangeront pas du côté d'un duc qui essaie de voler la propriété légale d'un autre père. Ils protégeront les leurs. Alaric la regarda. Il vit l'intelligence brûler dans ses yeux, vive et létale. La jeune fille fragile et terrifiée des cuisines s'effaçait, laissant place à la femme qui avait survécu à la maison du diable lui-même. « Alors nous n'utiliserons pas les tribunaux, » dit Alaric. Il se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux, amenant son visage au niveau du sien. « Nous utiliserons le caniveau. Je rachèterai ses dettes. Je ruinerai ses intérêts maritimes. Je le saignerai à blanc
jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un manteau vide. Pénélope fixa la tasse de thé. Son reflet ondulait dans le liquide ambré et sombre. « S'il découvre que je suis en vie avant d'être ruiné, dit-elle, sa voix tombant dans un murmure, il me tuera. Il n'utilisera pas ses mains. Il m'enfermera dans une pièce de son domaine et me laissera pourrir. Il ne vous touchera plus jamais, dit Alaric. Ce n'était pas une promesse, c'était l'énoncé d'un fait violent. 2 heures de l'après-midi suivant, la pluie s'était installée sur Londres en une nappe grise, implacable et misérable. Alaric était assis dans la banquette d'angle de White's, le club de gentlemen le plus exclusif de la ville. L'air était épais de la fumée de cigares coûteux et de l'odeur lourde des viandes rôties. Il tenait un journal qu'il ne lisait pas. Son regard était fixé par-dessus le bord du papier, vers les tables de jeu au centre de la pièce. Le vicomte Carlyle jouait au pharaon. C'était un homme corpulent, bâti comme un taureau, avec un teint rubicond qui suggérait un penchant pour le porto et l'hypertension. Ses cheveux blonds clairsemés étaient plaqués en arrière, avec de la pommade. Il riait, un son fort et braillard, qui perçait le faible murmure de la pièce. Il frappait la table alors que le croupier retournait une carte. Alaric observait la façon dont Carlyle bougeait. La lourde chevalière, en or à sa main droite, brillait à la lumière des lampes. Alaric pensa à cette bague frappant la mâchoire de Pénélope. Il pensa aux cicatrices argentées sur son dos. Sa main droite, posée sous la table, se crispa lentement en un point. Il avait passé la matinée avec Caldwell. L'avocat avait confirmé l'évaluation cynique de Pénélope. Légalement, Alaric se tenait sur une trappe. S'il annonçait simplement que Pénélope était en vie, Carlyle pourrait demander aux tribunaux un bref d'habeas corpus, forçant Alaric à la produire. Elle serait remise à son mari sur les marches du palais de justice. Une propriété. Le mot avait un goût de cendre dans la bouche d'Alaric. Il regarda Carlyle perdre une main, son visage s'assombrissant d'une colère soudaine et volatile. Il claqua des doigts pour appeler un domestique, exigeant plus de brandy, sa voix dégoulinant d'un mépris venimeux. C'était l'homme qui possédait la femme qu'Alaric aimait. Alaric se leva. Il laissa son scotch à moitié fini sur la table et sortit du club, ignorant les salutations d'une douzaine de pairs. Il avait besoin d'un levier. Il avait besoin d'une lame assez aiguisée pour trancher la gorge de Carlyle sans verser de sang. Quand Alaric retourna à Cuden House, il contourna son bureau et se rendit directement à la suite Saphir. Il frappa une fois, légèrement, avant d'entrer. Pénélope se tenait près de la fenêtre, regardant la pluie marteler la vitre. Elle avait abandonné sa robe de chambre en velours. À la place, elle portait une simple robe de jour en laine vert foncé. C'était une robe qui avait appartenu à sa jeune sœur, hâtivement retouchée par une couturière de confiance, pendant que Pénélope dormait. La robe était simple, dépourvue de dentelle ou d'ornement, mais elle lui allait. Elle se tourna lorsqu'il entra. Le vert du tissu faisait ressortir le gris saisissant et orageux de ses yeux. Ses cheveux, qui n'étaient plus emmêlés de graisse, étaient attachés en arrière par un simple ruban. Elle avait toujours l'air douloureusement mince, les creux de ses joues encore proéminents. Mais elle ne ressemblait plus à une soubrette. Elle ressemblait à une femme se préparant à la guerre. « L'avez-vous vue » demanda-t-elle. Il n'y avait aucun tremblement dans sa voix. « Je l'ai vue » dit Alaric en fermant la porte derrière lui. Il perdait au pharaon. Il avait l'air d'un homme qui doit de l'argent. « Il doit toujours de l'argent » dit Pénélope, s'éloignant de la fenêtre et s'asseyant dans le fauteuil à haut dossier près de la cheminée vide. Elle croisa les mains sur ses genoux. Sa peau gercée était généreusement enduite d'une pommade à base de plantes qu'il lui avait laissée. Mais les dettes de jeu ne le ruineront pas. Il a des domaines dans le Yorkshire et une maison de ville à Mayfair. Il peut les hypothéquer. Alaric versa 2 verres de xérès d'une carafe en cristal. Il lui en tendit un avant de s'asseoir en face d'elle. Caldwell enquête sur ses investissements maritimes. « Si nous pouvons resserrer son crédit, ça prendra trop de temps, » interrompit Pénélope. Elle ne toucha pas au xérès. Elle regarda directement Alaric, son regard intense, complètement dépouillé de la déférence qu'elle avait portée la nuit précédente. « Si vous commencez à racheter ses dettes, il le remarquera. » Il est brutal, Alaric, mais il n'est pas stupide. Il remontera la piste de l'argent jusqu'au duc de Cudon. Et alors il commencera à se demander pourquoi un duc qui ne lui a jamais parlé essaye soudainement de le ruiner. Alaric s'arrêta, le verre à mi-chemin de sa bouche. Elle avait raison.
Il avait été aveuglé par la colère, pensant comme un capitaine de marine planifiant un assaut frontal. Alors comment le briser? Demanda Alaric. Pénélope resta silencieuse un long moment. Elle baissa les yeux sur ses mains, les pouces frottant distraitement ses articulations enflées. Quand j'étais dans le Yorkshire, commença-t-elle, sa voix baissant, prenant un ton détaché et clinique. Je n'étais pas autorisé à quitter la maison. J'étais rarement autorisé à quitter mes chambres, sauf s'il avait besoin de moi pour des dîners. Mais les nuits où il buvait jusqu'à s'évanouir dans son bureau, je m'éclipsais. Je nettoyais son bureau. Alaric fronça les sourcils. « Vous nettoyez son bureau ?» Ça me donnait une raison d'être hors de ma chambre, expliqua-t-elle, une lueur d'ironie sombre dans les yeux. S'il se réveillait, j'étais juste une épouse dévouée qui rangeait ses affaires. Mais pendant que je nettoyais, je lisais. Elle se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux, rapprochant son visage du sien. L'odeur de savon à la lavande flotta vers lui. « Carlyle est un vicomte, mais il est avide, » dit-elle. Il a obtenu un contrat il y a 3 ans pour fournir du bois pour les chantiers navals de la Royal Navy à Portsmouth. C'est un contrat énorme, qui vaut des milliers de livres par an. Alaric hocha la tête. J'en ai entendu parler, du chêne de ces domaines du Yorkshire. Ce n'est pas du chêne, dit doucement Pénélope. Alaric se figea. C'est de l'orme et du pain bon marché, continua-t-elle, ses yeux se fixant sur les siens. Il le fait venir de la Baltique sur des goélettes non marquées. Il l'amène sur ses terres dans le Yorkshire et le réestampille avec le sceau de son domaine. Il facture à la couronne du chêne anglais de première qualité et leur fournit du bois pourri. Il garde la différence. Le sang d'Alaric se glaça. Si un navire de ligne était construit avec du pain bon marché et non séché, la coque pourrirait en 1 an. Dans une forte tempête, ou sous le feu des canons, le bois se briserait et céderait. Des centaines de marins se noieraient. En tant qu'ancien capitaine de marine, l'ampleur purement traîtresse de la fraude retourna l'estomac d'Alaric. « Trahison !» souffla Alaric. Frauder l'amirauté en période d'expansion navale était un crime passible de la pendaison, même pour un père. « Il tient un registre, » dit Pénélope. « Un petit livre en cuir rouge. Il le garde enfermé dans le tiroir du bas de son bureau, dans sa maison de ville de Mayfair. Il détaille les expéditions de la Baltique, les pots de vin versés aux inspecteurs du port et le coût réel du bois. Tout. » Elle se pencha en arrière dans son fauteuil, prenant enfin le verre de Xérès. « Vous n'avez pas besoin de racheter ces dettes, Alaric, » dit-elle, sa voix un murmure tranchant comme un rasoir. « Vous avez juste besoin de voler ce livre. Donnez-le à l'amirauté. Ils le dépouilleront de son titre, saisiront ses domaines et le pendront à Newgate. Un homme mort ne peut pas réclamer de propriété. » Alaric la dévisagea. La soubrette avait disparu. La victime en larmes dans les cendres avait disparu. Devant lui se tenait une femme qui s'était forgée en une arme de destruction absolue. Elle était brillante. Elle était impitoyable. Et pour la première fois en 5 ans, Alaric sentit quelque chose de totalement inconnu fleurir dans sa poitrine. L'espoir. Sa maison de ville est à Grosvenor Square, dit Alaric, son esprit calculant déjà la logistique. Elle sera lourdement gardée. Des domestiques partout. Pas un mardi, dit Pénélope, prenant une petite gorgée de Xérès. Le mardi, Carlyle organise une partie de cartes privées qui dure jusqu'à l'aube. Les domestiques sont confinés au sous-sol et à la cuisine pour ne pas voir quel membre du Parlement fume de l'opium dans le salon. Le bureau est au rez-de-chaussée donnant sur la ruelle. Alaric posa son verre. Il regarda la femme fragile et meurtrie assise en face de lui. « Vous avez planifié ça ?» réalisa-t-il, un lent sourire touchant les coins de sa bouche. « Vous planifiez ça depuis des années. » Pénélope baissa son verre. Ses yeux étaient durs, plats et plus froids qu'une mer d'hiver. « J'attendais dans le noir, Alaric, » dit-elle. « J'avais juste besoin d'un voleur. » La pluie à Londres ne tombait pas. Elle flânait. Elle restait en suspension dans l'air, comme une haleine humide et glaciale, recouvrant les pavés d'une couche de graisse noire et traîtresse. Alaric se tenait à l'entrée d'une ruelle étroite menant à Grosvenor Square. Il ne ressemblait pas au duc de Cudon. Il portait le manteau de toile rugueuse et taché d'huile d'un docker de la Tamise. Un lourd bonnet de laine était tiré bas sur son front, et ses bottes avaient vu l'intérieur d'un chantier naval. Dans sa poche droite reposait un lourd pied de biche en fer. Dans sa gauche, un pistolet à silex chargé. Il attendait. Les ombres s'accrochaient à lui.
De l'autre côté de la rue, l'imposante façade de la maison de ville du vicomte Carlyle se dressait contre le ciel nocturne. Les fenêtres de l'étage supérieur brillaient d'une lumière jaune. De faibles airs de pianoforte et les rires braillards d'hommes bien enivrés descendaient jusqu'à la rue. Mardi soir, l'opium et le pharaon coulaient à flot, exactement comme Pénélope l'avait prédit. À 1h10, le veilleur de nuit passa, balançant sa lanterne, ses lourdes bottes crissant sur le gravier. Alaric compta jusqu'à 60. Puis il bougea. Il traversa la rue glissante en une douzaine de foulées silencieuses et rapides, pressant son dos contre la maçonnerie rugueuse de la maison de ville. Il se glissa dans la ruelle latérale. Il faisait nuit noire ici, avec une odeur âcre de pourriture humide et de crottin de cheval. Il trouva la fenêtre, rez-de-chaussée, le bureau. Alaric pressa ses mains gantées contre la vitre. Elle était épaisse, plombée et verrouillée de l'intérieur. Il n'hésita pas. Il sortit un petit pot de mélasse de sa poche et en étala une épaisse couche sur la vitre la plus proche du loquet en laiton. Il pressa un carré de toile épaisse contre le sirop collant, attendant un instant qu'il tienne. Il sortit le lourd pied de biche en fer. D'un mouvement sec et contrôlé, il frappa le centre de la toile. Le verre se brisa. La toile et la mélasse attrapèrent les éclats, transformant ce qui aurait dû être un grand fracas en un craquement sourd et humide. Alaric passa la main à travers le trou déchiqueté, sa manche s'accrochant à un bord tranchant de verre, et fit basculer le loquet en laiton. Le châssis coulissa vers le haut, avec un faible grincement de bois contre bois. Il se hissa par-dessus le rebord, atterrissant silencieusement sur l'épais tapis de laine à l'intérieur. Le bureau sentait l'homme qui le possédait. Un mélange écœurant de pommade au rhum de la Jamaïque, de fumée de cigares rassis et de brandy renversé. La seule lumière venait des braises mourantes dans la cheminée, projetant de longues ombres déformées sur les bibliothèques. Alaric se dirigea vers le bureau. C'était une pièce massive, un meuble imposant en acajou sombre qui ressemblait plus à une forteresse qu'à un meuble. Il tomba sur un genou, le tiroir du bas. Il saisit la poignée en laiton et tira, solidement verrouillé. Alaric coinça le bord plat de son pied de biche dans l'étroit interstice entre le tiroir et le cadre. Il appuya de tout son poids. Le bois se fendit. Le fer s'enfonça plus profondément. Il appliqua plus de force, son souffle sifflant entre ses dents. Avec un craquement sec qui résonna comme un coup de pistolet dans la pièce silencieuse, la serrure céda. Alaric se figea. Il fixa le plafond, écoutant attentivement le plancher au-dessus. Les rires continuaient. Pas de pas soudain, pas d'alarme. Il ouvrit le tiroir. Il était entièrement vide, à l'exception d'un seul objet reposant sur la doublure de feutre vert. Un petit livre relié en cuir rouge craquelé. Alaric le ramassa. Il semblait lourd dans sa main. Il le porta vers la faible lumière de la cheminée et l'ouvrit. Ses yeux parcoururent les colonnes d'encre. 12 avril. Goélette Maria. Origine Riga. Bois. Pain de la Baltique, non séché. Coût, 400 livres. 15 avril. Versé à l'inspecteur du port Higgins. 50 livres. 18 avril. Facturé à l'amirauté. Bois. Chêne de première qualité du Sussex. Facture. 2100 livres. Page après page. L'arithmétique de la trahison. Des centaines de navires. Des milliers de livres. Assez de bois pourri pour couler une flotte. Pénélope avait eu raison. C'était un nœud coulant relié en cuir rouge. Alaric glissa le registre dans la poche intérieure de son manteau. Il se retourna vers la fenêtre. La lourde poignée en laiton de la porte du bureau cliqua. Alaric se laissa tomber au sol, roulant sans heurts derrière les lourds rideaux de velours qui flanquaient la fenêtre, juste au moment où la porte s'ouvrait. Un ray de lumière vive du couloir se déversa dans la pièce, coupant le tapis. « Je vous le dis, le Premier ministre est un idiot », marmonna une voix pâteuse et lourde. Le vicomte Carlyle. Alaric pressa son dos contre le mur. Le courant d'air froid de la fenêtre cassée lui mordit le cou. Il glissa sa main droite dans sa poche, son pouce reposant sur le chien du pistolet à silex. « Vous ne devriez pas parler si fort, Carlyle », répondit une seconde voix, plus fluette. « Dans ma propre maison, je parlerai comme bon me semble. » Les lourdes bottes de Carlyle martelèrent le plancher. Il se dirigea droit vers le bureau. Alaric retint son souffle. Si Carlyle regardait en bas, s'il voyait le bois éclaté du tiroir du bas, « Où est cette fichue cave à cigares ?» grogna Carlyle. Une ombre traversa la lumière alors qu'il se penchait sur le bureau.
J'ai fait importer une boîte de cubain la semaine dernière. Les domestiques volent tout. Maudite vermine. Le bruit d'un couvercle en bois qui s'ouvre. Le bruissement de feuilles sèches. Tenez, dit Carlyle. Prenez-en un. Retournons à l'étage avant que cet imbécile ne perde le reste de son domaine à la banque. Un excellent cigare, murmura le second homme. Bien que je doive dire que votre chance aux tables ce soir est abyssale. Ma chance va très bien, lança Carlyle. Ma bourse est assez profonde pour supporter quelques mauvaises mains. Allons-y. Les lourdes bottes se retirèrent. La porte se referma. La pièce fut replongée dans l'obscurité. Alaric laissa échapper une lente respiration contrôlée. Il n'attendit pas de voir s'il reviendrait. Il grimpa par la fenêtre, disparut dans la ruelle et laissa la pluie glaciale laver l'odeur de rhum de ses vêtements. Le premier lord de l'amirauté était un homme qui n'aimait pas être réveillé à 5 heures du matin. Il aimait encore moins que l'homme qui le réveillait soit un duc exigeant une audience privée dans son salon. Lord Melville était assis dans un fauteuil en velours, serrant une tasse de thé noir, une lourde robe de chambre en laine enroulée autour de sa silhouette vieillissante. Il regarda Alaric avec un mélange d'irritation et de respect réticent. « C'est très irrégulier, Coudon, » grommela Melville en se frottant les yeux injectés de sang. « Je sais que vous avez servi avec distinction, mais faire irruption dans ma résidence avant l'aube. » Alaric ne parla pas. Il plongea la main dans son manteau, sortit le registre en cuir rouge et le laissa tomber sur la table basse en acajou entre eux. « Ouvrez-le, » dit Alaric. Melville fronça les sourcils. Il posa son thé, prit ses lunettes de lecture sur la table d'appoint et ouvrit le livre. Pendant 3 minutes, le seul son dans la pièce fut le tic-tac de l'horloge et le bruissement sec du papier épais. Alors que Melville tournait les pages, l'agacement sur le visage du premier lord se dissipa lentement. Il fut remplacé par le choc, puis par une fureur froide et terrifiante. Melville était un bureaucrate, mais il aimait la marine. Il savait ce que ces chiffres signifiaient. Il voyait les coques pourries, les mâts brisés, les marins noyés. « C'est l'écriture du vicomte Carlyle », murmura Melville en levant les yeux. Son visage était devenu complètement pâle. C'est un registre de ses contrats de bois. Il achète du pain de la Baltique non séché, soudoie les inspecteurs du port et l'estampille comme du chêne anglais, dit Alaric, sa voix plate, dépouillée de toute émotion. Il fait ça depuis 3 ans. Chaque navire construit dans les cales sèches de Portsmouth depuis 1823 est fondamentalement compromis. Melville ferma le livre. Il pressa sa main à plat contre le cuir rouge, comme pour essayer de contenir la trahison à l'intérieur de ses pages. « Comment avez-vous obtenu ceci ?» demanda Melville. « Il a été porté à mon attention, par une source qui souhaite rester morte aux yeux du monde, » répondit Alaric, son regard se fixant sur celui de l'homme plus âgé. La méthode de son acquisition n'a pas d'importance. L'encre est réelle. Les expéditions peuvent être vérifiées par vos propres commis en moins d'1 heure. La question est, milord, qu'allez-vous faire à ce sujet? Melville se leva. La fatigue avait quitté ses os. Frauder la couronne sur des contrats militaires pendant une période d'expansion navale, déclara Melville, sa voix résonnant d'une autorité absolue. C'est de la haute trahison. La peine est la mort. Son titre sera révoqué. Ses terres seront confisquées par la couronne. Alors je vous suggère d'envoyer immédiatement le magistrat et les gardes à Grosvenor Square, dit Alaric en boutonnant son manteau. Il organise une partie de cartes le mardi. Il sera probablement endormi dans son fauteuil. À midi, l'arrestation était la seule chose dont tout Londres parlait. Ce ne fut pas une affaire discrète. Melville n'avait pas envoyé la garde locale. Il avait envoyé un détachement de Royal Marines. Ils défoncèrent les portes d'entrée de la maison de ville de Mayfair en plein jour. Carlyle fut traîné dehors en manches de chemise, hurlant des obscénités, les poignets enchaînés dans de lourdes fers. Les aristocrates qui avaient fumé son opium et bu son brandy se dispersèrent comme des rats fuyant un navire en perdition, terrifiés d'être impliqués dans la trahison. Alaric se tenait au coin de la place, observant depuis l'ombre de l'auvent d'un chapelier. Il regarda les Marines pousser le vicomte à l'arrière d'une voiture à barreaux. Il regarda la lourde porte en fer se refermer. Il regarda la voiture cahotée sur les pavés, se dirigeant vers l'est, vers les sinistres murs de pierre de la prison de Newgate. C'était fait. Le piège s'était refermé. Carlyle était un homme mort qui marchait. Il ne verrait jamais de tribunal. Il serait jugé par un tribunal militaire et il serait pendu. La doctrine de la couverture,
La chaîne légale qui liait Pénélope à son agresseur se dissolvait au moment où la couronne saisissait les biens de Carlyle. Un traître n'avait pas de propriété. Un traître n'avait pas de femme. Alaric se retourna et s'éloigna. La pluie avait enfin cessé. 4 semaines passèrent. Cudon House s'adapta lentement à un nouveau rythme. Les chuchotements parmi le personnel avaient d'abord été féroces. L'élévation soudaine de la soubrette muette et terrifiante à la suite privée du duc était digne des romans à 4 sous. Mais Bramwell dirigeait la maisonnée d'une main de fer, et Madame Higgins, terrifiée par la colère du duc, s'assura que toute servante ou valet, surpris à bavarder, soit immédiatement renvoyé. Penelope ne quitta pas la suite Saphir pendant les 2 premières semaines. La suppression soudaine de la peur n'est pas la même chose que l'arrivée de la paix. Quand on a passé des années à attendre le prochain coup, l'absence de violence ressemble à un piège. Elle dormit par terre les 3 premières nuits, incapable de tolérer la douceur du matelas. Elle accumulait de la nourriture dans les poches de ses robes de chambre. Elle sursautait lorsque le plancher craquait. Alaric ne la poussa pas. Il ne lui demanda pas de dîner avec lui. Il n'exigea pas de gratitude. Il existait simplement dans son orbite, une encre inamovible. Il laissait des livres devant sa porte. Il s'assurait que ses feux étaient toujours allumés. Il fit rédiger par Caldwell, l'avocat, les documents confirmant la dissolution totale de son mariage en vertu de la condamnation pour trahison de Carlyle par la couronne. Il glissa le parchemin scellé sous sa porte, sans un mot. Lentement, la glace commença à fondre. La couleur revint à ses joues. Les cernes sous ses yeux s'estompèrent. Ses mains, traitées quotidiennement avec de lourdes pommades, perdirent leur rougeur vive et irritée. Les blessures physiques guérirent, ne laissant que les cicatrices argentées qui resteraient avec elle pour toujours. La 3e semaine, elle demanda un piano. Alaric fit déplacer un piano à Kew Broadwood dans le salon de la suite Saphir. Pendant 3 jours, il resta intact. Puis, un mardi après-midi, Alaric était assis dans son bureau à examiner les comptes du domaine quand il l'entendit. Les notes faibles et hésitantes d'une sonate de Mozart flottant à travers l'immense maison. Le jeu était maladroit. Ses doigts étaient raides, manquant de pratique, ratant parfois une touche. Mais c'était de la musique. C'était un son qui appartenait à Penelope Alden, pas au fantôme appelé Jane. Alaric ferma son registre, se pencha en arrière dans son fauteuil et écouta la mélodie hésitante jusqu'au coucher du soleil. Par un après-midi vif et clair de fin novembre, Alaric entra dans la bibliothèque pour trouver Pénélope qui l'attendait. Elle se tenait près du foyer, le même foyer qu'elle avait frotté à genoux 1 mois plus tôt. Elle portait une robe de soie bleu profond qu'Alaric avait commandée chez une modiste de Bond Street. Ses cheveux sombres étaient relevés, complètement débarrassés de la poussière de charbon. Elle était belle, mais plus que ça, elle semblait solide, réelle. « Le feu brûle parfaitement aujourd'hui », dit Pénélope, sa voix stable. Elle ne se retourna pas immédiatement, regardant les flammes oranges, lécher les briques propres. « J'ai fait renvoyer le ramoneur par Bramwell », dit Alaric en entrant dans la pièce. Il bâclait son travail. Pénélope se tourna pour lui faire face. Le gris de ses yeux n'était plus orageux. C'était la couleur calme et claire d'un ciel d'hiver. « Carlyle a été pendu hier matin », dit-elle. C'était un constat. Il n'y avait aucun triomphe dans sa voix, mais il n'y avait pas non plus de pitié. « Je sais », répondit Alaric. Il avait assisté à l'exécution. Il s'était tenu dans la foule devant Newgate et avait regardé la trappe s'ouvrir, s'assurant absolument que le monstre était mort. Caldwell a finalisé les papiers. Le mariage est rayé du registre. Vous êtes légalement veuve, mais en pratique, vous n'avez jamais existé dans sa maison. Pénélope hocha lentement la tête. Elle s'éloigna du foyer, se déplaçant vers le centre de la pièce. Elle s'arrêta à quelques pas d'Alaric, le regardant. « Vous m'avez sauvé la vie, Alaric, » dit-elle doucement. « Vous avez sauvé votre propre vie, » la corrigea Alaric, sa voix graveleuse. « Vous avez survécu au Yorkshire. Vous avez survécu à cette maison. Vous avez trouvé le registre. Je n'ai fait que forcer la serrure. » Penelope laissa échapper un petit rire tranquille. C'était un son qui fendit la poitrine d'Alaric. C'était la première fois qu'il l'entendait rire. « En 5 ans, j'ai réfléchi à ce que je vais faire maintenant, » dit-elle, son regard baissant brièvement avant de croiser à nouveau le sien. « Je n'ai pas de famille. Mon père s'est noyé dans l'alcool 1 an après m'avoir vendu. Je n'ai pas de dot, je n'ai pas de réputation. Pour le monde,
Pénélope Alden est toujours enterrée dans un cimetière de campagne. Le pouls d'Alaric ralentit. Un nœud froid se forma dans son estomac. Il avait su que ce moment viendrait. Le moment où elle réaliserait qu'elle était entièrement libre. « Je peux vous fournir un domaine tranquille », dit Alaric, gardant sa voix soigneusement neutre. « En Cornouailles peut-être, ou dans le Devon. Caldwell peut vous créer une nouvelle identité, un héritage d'une tante éloignée. Vous aurez une rente généreuse. Vous ne manquerez jamais de rien. Vous serez en sécurité. » Il lui offrait la porte. Il lui offrait une liberté totale, même si cela signifiait qu'il passerait le reste de sa vie dans cette immense maison vide sans elle. Pénélope le regarda pendant un long moment silencieux. Elle regarda les traits durs de son visage, les cheveux grisonnants à ses tempes, l'épuisement qui ne quittait jamais tout à fait ses yeux. Ils n'étaient pas les jeunes amants insouciants qu'ils avaient été 5 ans plus tôt. Ils avaient tous les deux été brisés par le monde. Ils avaient tous les deux appris le prix exact de la survie. Elle fit un pas en avant. « Je ne veux pas aller en Cornouailles, Alaric, » dit-elle, sa voix tombant dans un murmure féroce. Elle combla la distance entre eux. Elle tendit la main, ses doigts planant une seconde, avant de se poser légèrement sur le revers de son manteau sombre. Alaric retint son souffle. Son contact était hésitant, testant les eaux d'une proximité qui lui avait été refusée pendant des années. « J'ai passé 3 ans à me cacher dans le noir, » continua Pénélope en le regardant dans les yeux. « J'ai passé 2 ans à frotter des cendres, juste pour survivre. Je ne veux pas être en sécurité à la campagne. Je veux vivre. » Alaric leva la main et couvrit doucement la sienne. Il sentit les faibles crêtes de ses cicatrices contre sa paume. Elles étaient un témoignage de son endurance. « Que voulez-vous, Pénélope » demanda-t-il, sa voix épaisse d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis une décennie. « Je veux l'homme qui n'a pas eu pitié de la soubrette, » dit-elle, ses yeux gris brûlants d'une certitude tranquille et absolue. « Je veux l'homme qui a versé de l'eau sur les cendres. Je veux l'homme qui est entré par effraction dans une maison pour voler ma liberté. » Elle se rapprocha, sa poitrine frôlant la sienne. « Je ne suis pas la jeune fille que vous avez promis d'épouser avant de partir en mer, » l'avertit-elle, sa voix tremblant juste une fraction. « Je suis ruiné. Je suis cynique. Je fais des rêves terribles. Je ne suis pas facile à aimer. » La main d'Alaric quitta ses doigts, glissant pour lui prendre la mâchoire. Son pouce effleura légèrement la faible ecchymose estompée près de sa pommette. « Je ne suis pas le capitaine qui a fait cette promesse, » répondit Alaric, sa voix un serment grave dans le silence de la bibliothèque. « Je suis un homme qui a passé 5 ans à parler à un fantôme. Je ne veux pas d'un amour facile, Pénélope. Je vous veux. » Il baissa la tête. Il ne se précipita pas. Il lui donna toutes les occasions de se retirer, chaque seconde pour changer d'avis. Mais elle ne le fit pas. Elle se pencha vers lui, ses mains glissant pour s'agripper à la laine épaisse de son manteau, comme à une bouée de sauvetage. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, il n'y eut pas d'étincelle explosive. Il n'y eut pas de romance fleurie. Ce fut la collision silencieuse, tranquille et désespérée de 2 survivants trouvant enfin le rivage. Ça avait le goût du sel, du thé et d'un profond soulagement viscéral. Alaric la serra fort contre sa poitrine, enroulant ses bras autour de sa silhouette fragile, enfouissant son visage dans ses cheveux sombres. Il ferma les yeux, inhalant l'odeur de lavande et d'air pur. Le fantôme était parti. La soubrette était partie. Pénélope était vivante. Et pour la première fois de sa vie, Alaric se sentit entièrement chez lui. Les cicatrices de la survie s'estompent rarement. Mais dans les couloirs silencieux de Cuden House, Alaric et Pénélope ont prouvé que même un fantôme peut réapprendre à respirer. Leur histoire n'est pas celle d'un chevalier sauvant une demoiselle. C'est l'histoire de 2 personnes brisées qui choisissent de reconstruire une vie à partir des cendres, ensemble. Si ce voyage émotionnel et intense de résilience, de vengeance et de rédemption vous a touché, merci de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir la chaîne. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui aime les romances historiques sombres et réalistes. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits profondément humains.